On va parler au nom du collectif de précaires ESR de France, qui est donc un collectif qui se restructure en région depuis janvier, mais avec des collectifs qui existaient déjà depuis au moins 2016, et avec aussi pas mal de collectifs hors de Paris, à Rouen, à Rennes, à Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Lille ou Amiens, et j'en oublie. Et on se restructure et on est de plus en plus nombreux, et on a pu le voir lors de la dernière AG de la coordination nationale, puisqu'on était plus de environ 250. Pour préciser aussi, on a décidé d'apparaître masqué pour au moins deux raisons, qui est à la fois d'éviter un discours qui serait trop individualisé puisqu'on parle au nom d'un collectif, et aussi puisque en tant que précaire, ça évite qu'on subisse des pressions, comme c'est le cas en fait déjà pour certaines de nos camarades. Voilà. Donc nous, on va pas revenir précisément sur la LPPR et voilà, mais plutôt sur les effets sur la précarité et sur la précarisation qu'elle engendrerait encore plus dans les facs et les labos, puisque de fait, les mesures qui sont contenues dans cette loi va venir aggraver la situation de l'université qui est déjà attaquée, qui a déjà été attaquée de nombreuses fois lors des précédentes réformes, de manière non exhaustive. Il y a la LRU, la loi Fioraso, Parcoursup, la loi ERE, etc. Et ces mesures, elles vont précariser encore davantage l'emploi en retardant l'accès à la titularisation, en favorisant le recours à la contractualisation. Et pour autant, cette lutte contre cette nouvelle attaque de l'université, elle n'a pour nous de sens que si elle s'inscrit dans une lutte plus large visant à résorber la précarité sur laquelle repose déjà le fonctionnement des facs et labos. Alors, je vais donner quelques chiffres pour situer de quoi on parle quand on parle de précarité en fait dans les facs et les labos. Donc d'après le bilan social du ministère de 2013-2014, donc c'est des chiffres qui datent un peu, donc il faut les revoir encore plus à la hausse en fait, il y avait 33% des personnels des facs et labos qui sont des agents précaires, que ce soit chez les enseignants-enseignantes comme chez les agents administratifs, les ingénieurs d'études, les personnels de bibliothèque, les techniciens, les ouvriers-ouvrières, les personnels des services sociaux et de santé. Chez les enseignants et enseignantes, le ministère estimait que les contractuels représentaient plus de 30% des effectifs. Or, de fait, ces chiffres, en fait, sont même pas représentatifs de l'intégralité de la précarité qui marque les établissements, puisque les vacataires ne sont pas comptabilisés. Comment ça s'incarne aussi, cette précarité? C'est que depuis des années, de nombreux postes de titulaires sont gelés. Donc là, je vais parler de chiffres qui sortent de la commission permanente du Conseil national des universités, qui soulignait qu'entre 2010 et 2018, le nombre de postes d'enseignants-chercheurs, chercheuses a diminué de 45%, alors même qu'entre 2000 et 2016, le nombre d'étudiants et étudiantes passait de 1,4 à plus de 1,6 million. Et du coup, comment on assure les cours dans ces cas-là à l'université, notamment par le recours aux vacataires et par le développement du travail gratuit. Du coup, toutes disciplines confondues, en fait, l'Association nationale des candidats et candidates au métier de la science politique estimait en 2019 que les vacations d'enseignement assurées par des jeunes chercheurs-chercheuses correspondaient à 13 000 équivalents temps plein de postes d'enseignants-chercheurs-chercheuses, et soit 20% du nombre d'enseignantes-chercheuses en poste. Voilà. Et pour préciser encore, le gel de ces postes, ça concerne effectivement les postes d'enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, mais ça concerne aussi les agents administratifs, les ingénieurs d'études, les personnels de bibliothèque, techniciens, ouvriers, ouvrières et personnels des services sociaux et de santé. Et cela se traduit par de nombreux dysfonctionnements dans les services, notamment par le recours massif au CDD, voire aux vacataires, par un important turnover qui désorganise les services, un sous-effectif et des fermetures de services du fait du manque de personnel. Or, de fait, ces fermetures de services ont des conséquences directes sur les étudiants et étudiantes, et particulièrement quand il s'agit des services sociaux et de santé. Donc, vous l'aurez compris, nous, finalement, le diagnostic qu'on fait, c'est que la LPPR, effectivement, est dangereuse, mais que la situation actuelle, telle qu'elle est actuellement, n'est pas vivable. Et donc, je vais vous donner quelques éléments sur qu'est-ce que c'est concrètement la précarité aujourd'hui dans notre secteur. Qu'est-ce que c'est la situation d'être... Alors, il y a les BIAT, c'est les personnels administratifs qui sont très fortement touchés par la précarité, et je vais peut-être aussi développer la question des enseignantes chercheuses précaires. Je vais féminiser peut-être pour simplifier, mais j'entends à la fois les hommes et les femmes. Donc en fait, en tant que personnel non titulaire, on est confronté à la pauvreté, à l'incertitude professionnelle,
aussi à l'isolement social, puisqu'on on a souvent du mal à s'intégrer à des collectifs de travail. Et ces différents aspects de la précarité, ils rejaillissent sur notre vie privée. Et concrètement, qu'est-ce que c'est de vivre dans cette situation? C'est aussi être invisibilisé et déconsidéré dans notre travail. Et le sens de nos masques, c'est aussi ça, c'est de dire que en fait, la recherche qu'on produit, c'est souvent en fait, on n'en reçoit pas le profit symbolique et souvent dans les labos, les précaires. Les gens connaissent pas leur prénom, alors que parfois pour les docteurs sans poste, on est là depuis un moment. Donc c'est aussi ça la précarité. On a des statuts extrêmement variés. Donc on a parlé des vacataires qui sont effectivement payés moins que le SMIC et dont les contrats n'ouvrent pas de droits sociaux, au chômage, à la retraite, etc. Donc c'est une situation vraiment qui est extrêmement, qui est parmi les pires, je pense, qu'on puisse vivre. Donc il y a pas mal d'entre nous aussi qui sont chômeurs ou chômeuses, au RSA. Donc ça concerne exclusivement les personnes qui sont de nationalité européenne. Donc les personnes étrangères parmi nous, en fait, n'ont même pas accès à ces allocations chômage et au RSA pour vivre. Il y a aussi donc des personnes qui sont sur des contrats courts, des personnes qui sont employées comme auto-entrepreneuses, des doctorantes non financées, des docteurs sans poste, etc. Donc on a des situations variées, mais qui, dans tous les cas, consistent à alterner des contrats courts et des périodes de carence ou de chômage pour produire de la recherche, pour essayer de continuer à rester dans la compétition ou du moins d'avoir l'illusion de rester dans cette compétition. Donc voilà, le fait aussi que pas mal de chercheuses produisent des articles, terminent leur thèse en vivant des allocations chômage, il faut rappeler que c'est complètement anormal, voire frauduleux, et que c'est pourtant ce qui se fait. Donc c'est comme ça que la recherche française est financée en large partie aujourd'hui. Voilà, sachant dans un contexte où en plus les conditions d'accès à ces allocations chômage se durcissent considérablement avec les réformes actuelles, donc en novembre 2019 et la prochaine à venir, qui va être mise en application en avril 2020, où il y a en fait un très fort durcissement de l'accès à l'indemnité chômage. Donc nous, dans cette situation, on fait le constat que l'université est en train de craquer, que face à cet appauvrissement, merci, qui est aggravé chez toutes les catégories de personnel de l'université, en fait, ça va pas pouvoir tenir, LPPR ou pas, en fait, on insiste quand même là-dessus. Donc je laisserai ma camarade parler sur la question de nos revendications. Donc voilà, je vais juste terminer pour pas être trop longue, sur quelles sont les conséquences. Déjà que cette précarité, elle est d'autant plus difficile à vivre qu'elle se combine à d'autres systèmes de domination qui sont présents à l'intérieur de l'université, et qui sont pas seulement extérieurs à l'université, notamment des inégalités de genre, de nationalité, de race, d'orientation sexuelle, de handicap, d'âge et de classe sociale. Et donc cette combinaison en fait d'un système d'exploitation et de précarité avec cette domination-là, elle a des conséquences dramatiques. Notamment donc les problèmes d'agression sexuelle. On sait que c'est quelque chose qui est interne à notre milieu, puisqu'il y a donc des affaires d'agression sexuelle sur des doctorantes qui ont été révélées notamment par Mediapart. Donc par exemple Léonard Moulin à l'INED, ou Andrew Diamond qui a donc agressé plusieurs de ses doctorantes. Donc c'est ça aussi la précarité, il faut le mettre en lien très directement avec des violences physiques et sexuelles. C'est des problèmes de harcèlement moral aussi, harcèlement sexuel, des problèmes d'endettement auprès de sa famille, de devoir déménager hors de la région parisienne pour pouvoir continuer à se payer un logement, des problèmes aussi de dépression, d'anorexie, de burn-out. Donc il faut avoir conscience de qu'est-ce que c'est très concrètement, cette précarité et ses conséquences. Donc pour nous, la mobilisation aujourd'hui, c'est vraiment une question de survie. Voilà, et donc je vais laisser
Je vais laisser ma camarade parler de ça. Donc, comme on vous l'a expliqué, en fait, pour nous, la défense du statut d'enseignant-chercheur dans le cadre de la lutte contre la LPPR, en fait, c'est complètement insuffisant, puisqu'il faut encore que des postes soient ouverts, que les personnels officiant sur des fonctions pérennes soient titularisés. C'est absolument indispensable. Et en fait, échapper à la LPPR, ça ne changera rien puisque la situation des universités est déjà catastrophique et donc ça reviendrait à accepter un espèce de statu quo de quelque chose qui de toute façon ne tourne pas comme cela devrait tourner. Donc il faut se battre en fait collectivement pour un plan de titularisation massif pour les personnels administratifs, de bibliothèques, des services de santé, j'en oublie, comme pour les docteurs sans poste et pour l'ouverture massive de postes. Quand on vous dit qu'il manque 13 000 postes d'enseignants-chercheurs, c'est énorme en fait, ça ne devrait pas tourner comme ça. On a beaucoup trop... en fait, si on ne fait pas ça, si on ne se bat pas pour ça, en fait, le recours croissant aux vacations et à la contractualisation, de toute façon, ça va tuer le fonctionnariat à l'université. Et ça, je pense que c'est une prise de conscience qu'il faut qu'on ait collectivement. On ne peut pas se permettre de passer à côté de cette mobilisation. On a beaucoup trop de collègues, BIATS et ITA, qui sont déjà cantonnés dans un statut de contractuel, avec des niveaux de salaire qui sont trop bas, une reconnaissance de leur travail qui est trop faible, pas de possibilité de se projeter dans l'avenir, et c'est tout à fait dramatique. Et en fait, ils se retrouvent dans la même situation, avec des situations et des conditions d'emploi qui sont tout aussi mauvaises que celles des enseignants précaires à l'université, puisque certains sont quand même obligés de cumuler plusieurs emplois pour pouvoir vivre, voire de faire appel à l'aide sociale de l'université, alors qu'ils travaillent à temps plein. Donc il faut prendre en compte l'ensemble de ce panorama à l'université et comprendre que finalement, la situation dramatique du personnel précaire, BIATOS et ITA, et la situation des précaires de l'enseignement sont des situations qui sont liées et il faudra les régler ensemble. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la précarité et les difficultés qui se posent à l'université, ce sont aussi celles des étudiants. Je pense que c'est pas la peine de rappeler qu'un étudiant qui s'est immolé par le feu à Lyon, plus tôt, ils sont déjà pénalisés par le fait qu'on les entasse à plus de 40 dans des TD. Ils sont pénalisés par le fait qu'on met devant eux des personnels qui sont déjà en souffrance et que ça devrait pas être le cas. Ils sont pénalisés par la sélection à l'université qui a été mise en place avec Parcoursup. Ils sont pénalisés par le fait que il y a de la discrimination raciste qui est rentrée aussi à l'université avec la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires. Et leur situation, comme ça a été rappelé, elle va encore se dégrader avec la LPPR, qui porte vraiment en elle les germes de l'aggravation de l'université à deux vitesses, telle qu'on la connaît déjà en France. C'est donc en continuant, en fait, finalement, ce qu'on porte, c'est qu'en continuant de faire tourner la machine à n'importe quel prix, c'est-à-dire en embauchant des vacataires, en continuant à recruter des précaires, en acceptant d'enseigner aux étudiants dans des conditions qui ne sont pas normales, qu'en fait, on va droit dans le mur. On va littéralement droit dans le mur. Et donc, il y a un moment, il faut accepter que se mobiliser à l'université, c'est légitime, il faut le faire collectivement, et il faut mettre les facs à l'arrêt pour que collectivement on puisse se saisir de ces enjeux qui sont d'importance. Merci beaucoup.